jusqu'à 9h. Good Morning Business. Il est 8h19, c'est Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, qui est avec moi. Ministre de l'Industrie, c'est pas Emmanuel Macron, ministre de l'Industrie aujourd'hui? C'est pas lui qui a pris en charge les commandes, notamment pour la production du vaccin? La reconquête industrielle, c'est clairement une priorité de notre politique économique. Et ce n'est pas juste limité à la question du vaccin. On le voit sur plein de sujets. Mais quand il est intervenu dimanche dernier sur TF1, on l'a entendu vraiment comme étant chef de production, expliquant qu'il fallait produire. Mobilisation générale de l'ensemble des laboratoires. Et c'est l'enjeu que nous avons. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous avons 3 sites qui vont pouvoir produire du vaccin Delpharm, Recipharm et Fareva, c'est parce que l'État a lancé un appel à projet dès juin dernier. Ça s'est pas fait en une semaine et que nous soutenons ces 3 entreprises pour installer des lignes de production et démarrer au mois de mars, puis avril, puis mai pour chacune de ces lignes. Donc c'est une action aussi, déterminée de Sanofi qui va produire le vaccin de BioNTech. Exactement. Alors ça, ils n'ont pas besoin de notre argent et du soutien public, mais effectivement, ils vont basculer une partie de leur ligne de production à Francfort, qui est à proximité de l'endroit où on produit la substance active du vaccin, pour finaliser cette production. Et donc, grâce à Sanofi, on aura 100 millions de doses de vaccins BioNTech. En attendant, le vaccin de Sanofi, enfin les 2 vaccins, ils sont sur les 2 technologies, un vaccin plus classique et un vaccin effectivement à partir d'ARN messager. Eux, j'ai reçu le patron de Sanofi il y a quelques jours à votre place. Novembre, il nous dit pour son vaccin. Vous dites septembre. Alors, je dis septembre-octobre, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'ils passent le cap de leurs essais de phase 2 et que nous, notre objectif, et on a été très clair avec eux, c'est qu'ils produisent du vaccin. Ils en produisent pour BioNTech, ils ont les capacités de mener à bout leurs propres projets, ils ont la capacité de mener à bout des projets pour le compte d'autres laboratoires, et comme pour tous les laboratoires, il faut mobiliser les capacités de production. On est en train de voir des accords sortir sur le modèle de celui que nous avons un petit peu organisé entre BioNTech et Sanofi, entre grands groupes pharmaceutiques qui ont des capacités et qui ne se sont pas lancés dans la course du vaccin. C'est intéressant d'ailleurs de noter que Sanofi est le seul grand laboratoire à s'être lancé dans la course du vaccin en tant que développeur. Mais tous les autres sont sous-traitants. Avec du retard par rapport aux biotech. Par rapport aux biotech, mais parce que les cycles de développement sont plus longs sur la technologie, donc ça on ne peut pas leur reprocher. Vous leur reprochez pas d'être en retard? Non, il y a 2 choses. Le vaccin était attendu pour juin, parce que c'est des vaccins à cycle de développement plus long. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils ont pris 3 mois de retard. Donc les 3 mois de retard, c'est une grosse déception, mais on ne peut pas leur reprocher d'avoir une technologie qui prend un peu plus de temps à développer que l'ARN messager. Mais ce que dit cette crise, c'est qu'on est en train de faire des avancées incroyables d'un point de vue technologique et industriel sur l'ARN messager. Et que l'enjeu que nous avons, nous, en tant que responsables politiques, c'est d'avoir des capacités de fabrication d'ARN messager, ce qui n'existe pas en France aujourd'hui sur un gradient industriel. Alors c'est intéressant parce que vous dites nous en tant que dirigeants politiques, c'est ce que dit aussi Emmanuel Macron lorsqu'il est intervenu dimanche. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose, le fait que le président et que vous-même soyez chargé d'ailleurs de monter en production plus rapide? Est-ce que vous avez vraiment un rôle dans ces cas-là? Est-ce que lorsque le gouvernement français tape du poing sur la table, réunit les différents partenaires et intervenants, est-ce que ça accélère ou pas vraiment? Je vous l'ai dit déjà, si nous avons 3 sites de fabrication qui démarrent, c'est parce que l'État a mouillé la chemise dès le mois de juin dernier. Si Sanofi a un accord avec BioNTech, c'est parce que l'État a mouillé la chemise. Et si aujourd'hui il y a une accélération des coordinations et des coopérations entre laboratoires, c'est parce que non seulement l'État français, mais l'État allemand, mais la Commission européenne travaillent sur ce sujet. Donc ces coopérations n'auraient pas de sens dans l'absolu, mais ce n'est pas l'habitude que d'aller rassembler des concurrents pour leur dire travaillez ensemble. Et produisez le vaccin du concurrent. Exactement. Est-ce que pour aller plus vite, il y a ce débat qui monte, il ne faudrait pas changer le droit des brevets, de propriété des brevets, notamment pour les vaccins concernant la Covid? Sur la Covid, la réalité auquel moi je suis confrontée, c'est des problèmes de trouver des sites qui soient investis, des chaînes de production qui soient homologuées. C'est pas un sujet de licence. Peut-être à moyen terme, ça pourrait, mais c'est pas le sujet qui se présente aujourd'hui. Puis une deuxième réflexion quand même. La licence, elle protège la propriété intellectuelle et donc le fait d'aller chercher. Si on n'avait pas eu de licence, je pense pas qu'on aurait eu autant de vaccins aujourd'hui qui arriveraient sur le marché. Autant d'investissements.
Et autant d'investissements, tout à fait. Donc il faut toujours trouver un juste équilibre parce qu'il est important de rémunérer la recherche et le développement. C'est ce qui nous manque en France aujourd'hui. C'est ce qu'on nous reproche. Bah oui, ce qu'on vous reproche, parce qu'effectivement, il y a un chaînon manquant entre effectivement des biotech et des talents qui sont là, et le développement industriel qui parfois part aux États-Unis pour se financer. On a pendant 30 ans fait du médicament la variable d'ajustement, et ce sont les mêmes commentateurs qui étaient aux affaires hier et qui aujourd'hui s'étonnent que la France ait perdu la moitié de ses capacités de production pharmaceutique. Heureusement, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Vous savez que depuis juillet 2018, nous avons un comité stratégique des industries de santé. C'est grâce à ce comité que nous avons pris un certain nombre de mesures qui permettent aujourd'hui de réattirer l'investissement des laboratoires pharmaceutiques en France, de soutenir les biotech, mais ça prend un peu de temps. Alors l'autre chose qui prendra sans doute du temps, vous avez une réunion tout à l'heure à Bercy en fin de journée avec les constructeurs automobiles, les équipementiers automobiles, parce qu'on va devoir arrêter ou ralentir des chaînes de production, c'est le cas de Renault et de Stellantis, parce qu'il n'y a pas de semi-conducteurs pour l'industrie automobile. D'ailleurs, c'est un problème mondial. Il y a eu beaucoup de demandes de la part des fabricants d'informatique, de smartphones. Et donc, l'automobile fait face à une pénurie de semi-conducteurs. Et on se rend compte que l'Europe, c'est quoi ? C'est moins de 10% de la production de puces. Là aussi, on découvre notre dépendance. On ne la découvre pas, on la connaît. Là encore, ce gouvernement a agi pour les semi-conducteurs. Vous savez que c'est ce gouvernement qui a pris qui a fait un plan nano-électronique qui date de 2020. Avec un réinvestissement effectivement massif, et notamment nous avons la chance en France d'avoir 2 des 3 entreprises européennes significatives, des 4 entreprises significatives en matière de semi-conducteurs, Soitec et ST Microélectronique. Ouais. Il y a également NXP et Infineon, et nous sommes en train de discuter à nouveau avec la Commission européenne à remettre de l'argent dans cette filière. Mais là où vous avez raison, c'est que le géant aujourd'hui, c'est Taïwan. Ouais. Taïwan, un peu la Corée, un peu la Chine, mais c'est Taïwan. Et nous sommes dans une phase d'accélération de la production, qui est d'ailleurs une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'économie mondiale repart, qu'elle repart plus vite que ce que n'anticipaient les producteurs. Mais du coup, vous avez cette tension qui ne concerne pas que l'automobile. Hein, et c'est là où on voit tout l'intérêt d'avoir une politique de relocalisation en France et en Europe, notamment dans la filière électronique. Et ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors on fait le bilan aussi aujourd'hui avec vous de ce plan de relocalisation, puisque vous mettez 1 milliard d'euros supplémentaires et vous avez lancé la deuxième salve d'appel d'offres. Preuve que ça fonctionne. Il y a beaucoup de demandes, soit pour relocaliser, soit pour renforcer, moderniser et digitaliser. Ou décarboner aussi. Ou décarboner. Du coup, ça fonctionne. Est-ce que pour autant, l'industrie française est sauvée ? Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que nous avions prévu initialement dans le plan de relance 800 millions d'euros sur 2 ans. 2 ans et demi, enfin fin d'année 2020, 2021, 2022. Aujourd'hui, ces 800 millions d'euros, ils sont allés à 1000 entreprises. Et ces 1000 entreprises, ça s'est fait en 4 mois. Ce qui veut dire que vous avez des entreprises industrielles qui, en septembre, en octobre, en novembre, déposent des dossiers en disant « je suis prête à prendre un risque, je suis prête à investir, je veux relocaliser de la production en France ». Ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que nous avons en France 33 000 entreprises industrielles de plus de 5 salariés. Donc, ce n'est pas énormément d'entreprises. Ça veut dire que ce plan de relance touche juste les bonnes entreprises. Si on regarde maintenant l'activité... En 2020, on a encore bien sûr fermé des usines et détruit des emplois industriels. Mais beaucoup moins qu'en 2008-2009. Beaucoup moins qu'en 2008-2009. Et il faut regarder dans le détail les fermetures d'usines, parce que là aussi, ça appelle, je dirais, une vision assez nuancée. Mais allons plus loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'activité aujourd'hui, en termes de capacitaire, vous avez 75% dans l'automobile, dans l'aéronautique, parce que c'est un secteur qui est durablement frappé par l'arrêt, en gros, de la circulation des avions entre les grands aéroports. Vous avez l'automobile qui ralentit à cause du problème des semi-conducteurs, mais vous êtes au-delà de 90% d'utilisation des capacités. Donc l'industrie est repartie. Et il ne faut pas regarder l'économie comme étant
à l'arrêt ou en difficulté. Vous avez le secteur de l'industrie, dont la dynamique est liée à des grands composants internationaux et qui aujourd'hui fonctionne pour certains secteurs à plein régime. 2 questions. Est-ce que vous avez trouvé un repreneur pour Bridgestone Béthune ? À Bridgestone Béthune, j'ai une réunion hier soir avec Bridgestone et les élus locaux, et nous allons en avoir une aujourd'hui avec l'ensemble des élus et les organisations syndicales. Nous nous acheminons plutôt sur un scénario où il y aurait plusieurs repreneurs pour le site, pour réimplanter de l'emploi, soit directement sur le site, et puis il y a éventuellement un projet qui est tout proche sur un parc d'activités. Donc ce sont les pistes que nous regardons. Et pendant ce temps-là, nous avons réussi à quasiment boucler la partie plan social, et je crois que les salariés estimaient que les choses avaient été bien accompagnées par l'État. Donc on suivra si vous arrivez effectivement à la fin à boucler ce dossier. Autre question qu'on avait comme invité, le PDG de Bourrelier Group, Jean-Claude Bourrelier, c'est Bricorama. Il est candidat au rachat de 40 à 50% des parts des chantiers de l'Atlantique après l'échec de la fusion avec l'Italien. Est-ce que vous êtes vendeuse ? Alors, l'État conservera sa participation dans les chantiers de l'Atlantique aussi longtemps que nécessaire. L'État, c'est plus de 80% du capital. Le sujet n'est pas un sujet d'actionnariat dans l'absolu. Le sujet, c'est un sujet de projet industriel. Nous voulons donner aux chantiers de l'Atlantique l'avenir industriel le plus brillant possible. Et donc, c'est de trouver les bonnes associations. Il ne s'agit pas de vendre pour vendre. Ça n'a aucun intérêt. Bon, mais on va lui dire. Merci beaucoup, Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, d'avoir été ce matin l'invitée de la matinale.